Je suis né en Algérie. Depuis des années, ce pays est dans moi et pourtant il me regarde. Cette histoire et cette guerre, c'est d'abord une évocation du Sud. Tous les Suds se ressemblent. Et l'Algérie n'échappe pas à la règle. Monde de vieilles maisons silencieuses, d'ancêtres veillant sur les traditions, de persiennes fermées où ne frémit aucun souffle. On pourrait croire qu'il dort, avec le poids des siècles pesant sur lui. Sous son apparente somnolence, paisible dans ses nuits chaudes et lumineuses, ce Sud a toujours en fait été en guerre. Toutes les communautés confondues, des pieds noirs aux Algériens musulmans, contre ce Nord lointain, une métropole éprise de rendement, de modernisme, de novation, mais aussi en guerre, à l'intérieur de lui-même. Il y avait le colonialisme français. Le colonialisme français. C'était l'enfer. En citoyen, il m'appelait Jacques, je les appelais par leur nom, mais je n'avais pas à faire de police. L'Algérie, c'est l'endroit, c'est l'échiquier sur lequel va avoir lieu une guerre. C'est ce qui m'intéresse, mais ce qui est en jeu dans cette guerre, je ne le perçois pas. C'était ma première grande sortie, imaginez-vous. Moi, j'étais heureux de partir. J'étais heureux de pouvoir dire, enfin, je vais connaître un autre monde. Au départ, on croyait que c'était pour sauver un peu la France. C'était notre département. Mais quand on était là-bas, on s'est aperçu que c'était pas du tout la France. Pour nous, le Félaga était un étranger qui voulait s'implanter dans un pays qui était la France. On me disait, c'est quand même malheureux, quoi. Que c'était la guerre, autrement, en s'en entendu avec eux, on aurait été heureux. 30 ans après, je suis incapable de vivre le soir dans une maison allumée avec des volets non tirés ou des rideaux non tirés. J'ai toujours l'impression que je suis la cible de tireurs à l'extérieur. Qu'est-ce qui a tiré, là? Qu'est-ce qui a tiré? C'est que ce merdier, là. Vous avez vu quelque chose? Je sais ce qui s'est passé ici. قد مضت أيام الهنا ناديتها تعود قد مضت أيام الهنا ناديتها تعود ويجمع الله شملنا وترجع ليام السعود ونبلغوا المنى. أنا سكنت لهنا وزدت لهنا. وين سكن؟ J'avais la maison rue José Xantine. La maison Zawi. Xantine, oui. Oui. مازال واحد عايش لهنا. أشكون؟ كان يخدم لي تيليفزيون. Oui, qu'on a d'accord. Voilà. Télévision. Et frigidaire. Cet après-midi, on va aller le voir. On va aller le voir. À la rue Rolles de Fleury. Bien sûr. هضر لها هضر شويه هضر لها. واش هضر معاه؟ نفهم نحضر. ولا لا. العربيه مليح. كيفاه؟ تفهمي العربيه مليح. بيان سور. تسكني بنت قسنطينه. انا كنت ساكنه لهنا. لهنا في الدار هذو. هات الدار هذه. بالغرب جلوط. Non, c'était la maison Ferrando. Ferrando. Et Ferrando l'a vendu à Charles Zawi. Voilà. Charles Zawi l'a vendu à Gelouat. Voilà. Oui. En 58, il a vendu. Oui. Ah, mais c'était bien à l'époque. Ah oui. C'était une belle maison. Madame. Ouais, ton carrelage. Ils ont monté une cloison aussi. Bonjour. Je reconnais plus.
Je ne reconnais plus. T'as vu les deux? On va voir si les chats ils sont. Celui qui était dans ta salle à manger. C'est celui-là. Par ici, c'était les escaliers du Mont-Soura. Tu te rappelles, Annie? Là. Ouais. La croix de la Légion d'honneur était par là. La croix de la Légion d'honneur. C'était des arbres qui faisaient la croix de la Légion d'honneur. C'était là. Quand vous habitiez ici, Madame Stora, il vous arrivait de recevoir des Algériens de temps en temps? Oui. Oui. Oui, oui. C'est vrai. Mon mari travaillait avec beaucoup d'Algériens et il vendait les farines et semoules en gros. Donc, il m'arrivait d'avoir des musulmans chez moi. Donc dans cet appartement, vous avez déjà reçu des Algériens? Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est eux qui vous reçoivent chez vous? C'est eux qui me reçoivent. Elle a eu la gentillesse de nous recevoir. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. يجي عندك هذه المرة تجيب ربي نعوس الصيف تجي. أنا نقبلك. يعيشك. عندي البيوت عندي الفساح. عندي إيه. نجي هذه المرة نجيب ربي شغل في الصيف نجي. إيه يجيني. Papa est par là. Papa est par là, certainement, après les escaliers. Il avait le cyprès qui était juste devant. C'est fini, on ne voit plus rien. Ça, c'est papa. Tu veux pas allumer une bougie, Annie? Hein? J'aurais bien voulu allumer une bougie. Vous en avez une? Oui. Mais je ne sais même pas s'il y a de... Et puis mon grand-père, je ne sais plus où il est. Il est derrière aussi. Mon grand-père, il est par là aussi. Toute la famille ici. Ça, c'est le 5 août. Ça, c'est Tonton Hayim. Non, c'est celle-là, Tonton Hayim. C'est là. C'est là, Tonton Hayim. Je ne reconnais pas les sons de la ville, les couleurs des femmes de la ville, de ma ville. Des femmes un peu baroques, un peu bariolées, qui flirtaient dans les rues. Les sons aussi sont différents, sont beaucoup plus rock. Et en même temps, c'est ma ville, je suis très prise par cette ville. Je suis passionnément aimée et je l'aime aussi. C'est un grand amour. Je crois qu'on n'oublie jamais un grand amour. C'était la chanson préférée de papa. Quand il voulait prendre un bon moment, la première des choses, c'est de mettre ce disque-là. C'était une surprise alors? Oui, une très grande surprise. Je ne m'attendais pas. Ce matin, j'étais sur sa tombe et ce soir, j'entends sa chanson. Je suis une orientale. Sébastien, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu
un journaliste pour parler de l'Algérie? Écoutez, le dernier que j'ai rencontré, c'était au moment de 5 colonnes dans la Une, en Algérie. En 61, donc. En 61. C'était qui? C'était Roger Louis? C'était Roger Louis. C'était Tahir Lafroune que vous les avez rencontrés? Dans ma ferme même, qui est à 6 km, de la Fronde. Ouais. C'est une ferme qui s'appelait Sainte-Lucie, qui avait été créée par ma mère pendant la guerre en 1918, sur des terrains qui étaient en friche. Et on avait créé là une propriété qui était conséquente, avec vignes, orangerie. Je faisais à peu près 21 cultures différentes. Tabac, artichauts, cornichons, un petit peu de tout. Donc vous avez reçu Roger Louis dans votre ferme? Oui. Je fais partie des Algériens qui ont fait l'Algérie de papa. Et les Algériens qui ont fait l'Algérie de papa aiment leur pays parce qu'ils l'ont créé. L'Algérie est un pays très dur. Et quand vous avez des enfants qui vous causent beaucoup de soucis, on est très attaché à eux. L'Algérie est un pays difficile. Et comme il a demandé beaucoup de labeur, nous sommes attachés à ce pays. Vous vous rappelez de M. Aversin? Exactement. Et Jacques Aversin, c'était un propriétaire, un grand propriétaire ici. Un grand propriétaire. Son père était Gaston. Puis ensuite, il voyait plus clair. Et là, c'est son fils qui a pris la présidence ici. Il était le maire de la commune et la Fronde. Voilà, j'ai un ami. Voilà, il m'a dit c'est un ancien aussi, il connaît bien les... Il connaît très bien les... C'est un enfant du pays, voilà, il connaît. On était en train de demander à votre ami s'il se souvenait de Jacques Aversin. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Ancien maire. Oui, je l'ai vu il y a 2 semaines. Comment? Je l'ai vu il y a 2 semaines. Ah oui? Il habite dans le midi de la France. Ah oui. Il est bien? Oui, il va bien. Il va bien. Il vient de fêter ses 80 ans. Ils ont fait un très grand méchoui. C'est le bonjour de la part du peuple de Lafroune, la ville de Lafroune. Merci, chef. C'est des populations. Moi, je vous dirais que j'ai toujours admiré parce que les femmes n'avaient pas l'école, les femmes n'avaient pas trop d'instruction. Elles arrivaient à sortir des hommes, tout de même, qui étaient capables. Je vais vous donner une certaine... Si vous voulez, une certaine idée de la grandeur de l'être humain. Moi, je vous dirais que bon, j'avais un garde champêtre avec une prison. Qu'est-ce qu'on avait dans la prison? Quelquefois, 1 ou 2 ivrognes, parce que l'arabe ne sait pas boire, il boit beaucoup quand il boit. On tient pas. Mais autrement, de grosses exactions, il n'y en avait pratiquement pas. Des petits larcins, des petites choses comme ça. Et très souvent, ça se passait dans mon bureau. Vous faisiez le juge de paix? Bah, ça m'est arrivé avec l'ouvrier. Bon, ben, quelquefois, c'était une paire de gifles. Et puis, il me disait après, c'est comme avant. Puis, ça y est, on avait oublié, si vous voulez, ce qui s'était passé. C'est ce qu'on appelait le paternalisme. Oui, la punition était une paire de gifles. Mais oui, mais parce que, si vous voulez, ce sont des enfants. Et, bon, les histoires de justice, ils ne comprennent pas qu'une justice, mettre 2 ans ou 3 ans, règle un problème. Quand ils ont un problème, même en France, vous voyez des coups de couteau. Vous voyez Attendez, je vous arrête un instant, là, parce que ça fait plusieurs fois que vous le dites, et plusieurs fois que vous le dites presque simultanément. Vous dites, ce sont des enfants, et juste avant, vous m'avez dit, ces femmes qui savaient à peine lire faisaient des types valables, oui, qui donnaient... qui montrait l'importance de l'être humain. Oui. Donc c'est des gens que vous respectiez en même temps. On les respectait. Mais c'est la mentalité, non, on respecte. Mais vous respectez un enfant, au point de vue mentalité. Oui. Ça n'empêche pas la grandeur. C'est le raisonnement qui est enfantin. Vous pouvez respecter un enfant et vous lui donnez une paire de claques. Maintenant, je vous dirais que la paire de claques, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. C'était pas grave. C'était
Si vous voulez, c'était des gars qui étaient nés à la ferme, les pères étaient nés à la ferme, et vous savez ce qu'ils me disaient en arabe, Intarasa Kourasekouni, tu as la tête et la tête de mon fils. C'est-à-dire, c'est le marque de respect, tu es mon ancêtre. Par conséquent, l'ancêtre a absolument tous les droits. Moi, je vivais opprimé, humilié, devant un Espagnol, devant un Juif, devant un Maltais, devant je ne sais pas qui, chez moi, sur la terre de mes ancêtres. Baisser la tête, moi, jamais. Devant des étrangers qui sont venus de je ne sais pas d'où. Moi, en tant qu'Algérien, fils d'Algérien depuis des millénaires, m'incliner devant l'étranger. Jamais. Je préfère disparaître, je préfère mourir, que de vivre dans l'humiliation, dans la honte. Je ne pouvais pas supporter le colonialisme. Je ne pouvais pas. Je savais que le pays, mon pays, avait combattu. Je savais par mes grands-parents. Ils m'ont raconté tout ce qui s'est passé, les campagnes de Kabylie, du maréchal Rondon, de 1854, de 57, de 71. Ils les ont vécus. J'ai connu tout ça avant d'aller à l'école. Ça m'a marqué. J'ai compris, à travers ça, j'ai compris que la France était là, par la force, était là, contre la volonté du peuple algérien. Et de là, j'ai commencé à militer pour l'indépendance, pour la dignité du peuple algérien. Je n'étais pas anti-français. Et tous les nationalistes algériens n'étaient pas anti-français. Je le dis aujourd'hui, ils n'étaient pas anti-français. C'était des nationalistes, ils voulaient l'indépendance du pays. Ils voulaient la dignité du peuple, la dignité de retour à l'honneur. Le peuple ne pouvait pas supporter. Le mal qui nous était fait était insupportable. On ne pouvait pas vivre constamment, éternellement, dans une pareille situation. Il fallait que ça change. Il fallait que ça change. À l'époque, je pensais que peut-être il faudrait un jour quitter l'Algérie. J'ai eu envie d'en garder un souvenir complet. Alors j'ai fait une année de travaux de la ferme, la maison. Ah, il faut que je vous raconte pourquoi il y a un perroquet. Ça, ce sont mes fils. Oui. Ce sont mes fils. Ça allait tellement mal. Mon mari était très, très maussade, très morose. Il ne parlait plus, il s'inquiétait. Je passais des jours et des jours où les repas se terminaient sans que nous ayons échangé un mot. Un jour, ça a été plus fort que moi. Je lui ai dit, maintenant j'en ai marre, tu comprends, j'en ai marre. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Alors, puisque tu veux pas parler, puisque tu es morose, je vais acheter un perroquet. Et puis j'ai acheté un perroquet, et j'ai fait la conversation avec le perroquet, qui a appris à parler remarquablement. Hein. Remarquablement. Où se trouvait cette propriété? À El Afroun. Plus exactement sur la commune d'Amer-El-Aïn. C'était très proche d'El Afroun, mais c'était sur la commune d'Amer-El-Aïn. Alors là, c'est la taille de la vigne. Donc en pleine Mitidja. Donc en pleine Mitidja. Vous sentez encore les odeurs, hein? Ah oui. Ah oui, terriblement. C'est peut-être ce qui me manque le plus. Ce sont les odeurs du pays. Par exemple, ça, c'est très rare que je le ressente ici. Alors, pourtant, l'odeur d'une cave en fermentation, c'est absolument extraordinaire. Il y a les odeurs et il y a les bruits. Pendant toute la période de vendange, les ouvriers travaillent la nuit dans la cave. Il faut surveiller en permanence la température du vin, il faut surveiller toute la vinification. Par conséquent, il y avait des ouvriers dans la cave en permanence. La cave n'étant pas très loin, vous avez vu sur le film, la cave n'étant pas très loin de la maison. Toute la nuit, j'entendais la raïta et les ouvriers qui chantaient. Eh bien, écoutez, ça, c'est une chose qui me manque. De temps en temps, quand par hasard à la télévision, la radio, j'entends une musique arabe, ah, tiens. Ça vous fait un petit passement au cœur. Tout petit passement, ça dure pas longtemps. J'ai pas un tempérament à me laisser aller pas longtemps. Vos ouvriers, quel rapport aviez-vous avec eux? Bon, il n'y avait pas de... Quand il y avait un mariage, un baptême, nous étions toujours invités. J'ai participé à presque tous les mariages des ouvriers qui vivaient sur la propriété. Entre les hommes, les femmes, les enfants, il y avait 110 personnes qui vivaient. 110 personnes. 110 vous personnes. aviez 110 personnes sur la propriété. J'ai le chiffre exact en tête
parce qu'en 59, j'ai été très malade. Et les ouvriers venaient régulièrement dire oh, on va aller au marabout porter des bougies, on va aller au marabout prier pour la guérison de madame, on va penser à madame. Et quand j'ai été rétablie, je me suis dit, je suis obligée maintenant de les remercier. J'ai fait un couscous monstre et j'ai dû faire un recensement de tout ce qui vivait sur la propriété, hommes, femmes et enfants, pour savoir pour combien j'allais faire préparer un couscous. Ils étaient à ce moment-là, en 59, par conséquent, 110. 110, ça représentait combien d'ouvriers? Ça, c'était la famille de combien d'ouvriers? C'était la famille d'une quarantaine d'ouvriers, à peu près. Je ne me souviens pas exactement, peut-être une quarantaine. Vous savez, il y avait de nombreux enfants. Lorsqu'un Français, un petit colon mourait, bon, bah, il y avait ses khames, c'est-à-dire ses ouvriers agricoles qui l'accompagnaient, mais il y avait beaucoup plus d'affinité, si vous voulez, entre les juifs et les musulmans qu'entre les Français, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans. Et ça, je crois que c'est un grand rattache. C'est le fait colonial qui a fait ça, vous comprenez? C'est cette espèce de mur d'incommunicabilité. Je crois que les Algériens musulmans ont toujours été prêts et ouverts à la discussion, et je crois que de l'autre côté. La preuve, il n'y a qu'à voir, que pendant toute la colonisation, je parle de toute l'Algérie, je ne parle pas simplement d'une région, il n'y a qu'à voir l'Assemblée algérienne. Dans l'Assemblée algérienne, vous aviez autant, il y avait 1 million de colons et 1 million de pieds noirs, il y avait 9 millions d'Algériens ou 10 millions d'Algériens, et bien il y avait 50% de députés, 50% de députés. Donc une voix algérienne, une voix pied noir valait 10 voix algériennes. Déjà c'est le fondement de l'injustice, vous comprenez? On ne peut pas bâtir quelque chose avec l'injustice, c'est impossible. Un jour ou l'autre, ça explosera. Et c'est ce qui est arrivé, comme disait Mamri. On ajoute injustice, bois sur bois, bois sur bois, injustice sur injustice, injustice sur injustice, et un jour il suffit simplement de l'allumette d'un esclave pour allumer le plus grand feu de Dieu, et le plus grand feu de Dieu ça a été 54, c'est tout. Les Algériens voulaient devenir des hommes entiers, responsables d'un pays, c'est tout. Ça aurait pu se faire dans le cadre français, comme ça aurait pu se faire, et bien ça s'est fait dans le cadre algérien, et puis c'est tout. Pour élire la première assemblée algérienne, l'Algérie tout entière a voté. Avec M. Gazagne, maire d'Alger, 2 millions d'électeurs sont allés aux urnes. Les premiers, citoyens français et notables musulmans, votant pour le premier collège, où les candidats unis par l'idéal républicain et français sont arrivés en tête. Les autres musulmans votant pour le second collège, où les partisans de Messali et de Ferhat Abbas ont essuyé un échec. Et pour cause, ces élections de 1948 ont été truquées, avec la plupart des candidats nationalistes algériens arrêtés et le bourrage des urnes. L'Algérie, c'est pourtant 3 départements français. Le principe d'égalité de la République n'y est pas respecté. 3 ans auparavant, la répression des émeutes de Sétif et de Guelma a fait des milliers de victimes. En Algérie, les braises rougeoient sous les cendres, car l'injustice n'est pas seulement institutionnelle, elle s'inscrit dans la vie de tous les jours. Je suis arrivée en 1930, mon beau-père, le mari de ma mère, était déjà en Algérie en tant qu'électricien. Et mon frère était arrivé l'année d'avant comme instituteur en Algérie. Et là, j'ai connu l'Algérie colonialiste. Il y a des images qui vous restent encore? Ah oui, il y a des images qui m'ont beaucoup frappée parce que lorsque je parlais des Arabes, que je voulais leur parler, que je voulais me faire même des amitiés parmi les femmes de mon âge, parce que j'avais 18 ans à cette époque, les pieds noirs me disaient « mais ne les fréquentez pas, ce sont des voleurs, vous ne les connaissez pas, vous arrivez de France, vous ne les connaissez pas, mais ce sont des voleurs ». Et malgré moi, j'étais attirée par ces femmes voilées que je trouvais très belles, et puis que je trouvais très pauvres, que je trouvais très malheureuses. Et pourtant, mes parents, qui étaient des gens très humains,
avait déjà la tendance, ma mère surtout, avait la tendance de fréquenter des femmes. On était à Coléa, elle fréquentait beaucoup de femmes de gendarmes, des femmes de fonctionnaires. Et je me rappelle que quand elle recevait des Algériens à la maison, elle me faisait rester dans la cuisine pour surveiller, parce que les humbles, les Algériens pauvres, on les recevait par la cour dans la cuisine. Et elle me disait, reste dans la cuisine parce que ce sont des voleurs. Elle avait déjà pris un peu la mentalité des pieds noirs. Et alors les autres, les caïds, les responsables qui venaient voir mon père, parce que